La dernière intervention dure uniquement un quart d'heure, donc c'est Marine qui va présenter ça. Donc il s'agit de ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir l'étude sur les observatoires locaux en environnement en Bretagne. Bonjour. Alors voilà, donc l'objectif de cette étude donc, sur les acteurs locaux de l'observation environnementale donc en Bretagne, c'était vraiment d'améliorer la visibilité des initiatives territoriales en ce qui concerne l'observation environnementale. Et donc toutes ces actions d'observation étaient regroupées sous la notion d'observatoire local dans notre étude. Donc des observatoires locaux que l'on a d'abord cherché à répertorier et ensuite à caractériser, donc avec différents points qu'on va voir par la suite. Je vais un petit peu revenir en avant. Et donc à caractériser, et cela à travers une enquête réalisée auprès des acteurs porteurs de ces observatoires locaux. On va justement commencer par présenter un peu la méthode d'enquête et le périmètre de l'étude. Donc j'ai parlé d'observatoire local, mais qu'entend-on vraiment par observatoire local? Si on regarde un peu les travaux qui ont été faits sur ce sujet, on voit qu'on peut à la fois englober un nombre restreint de dispositifs, tout comme un très large éventail de dispositifs. Donc dans notre cas, on a plutôt essayé de voir large et de définir l'observatoire comme étant un dispositif porté par des acteurs ou groupes d'acteurs qui vont donc collecter et traiter de la donnée sur une thématique bien définie, et une notion importante qui vont reproduire de manière régulière cette collecte et traitement de données. Et un troisième point, ça va être une production régulière de résultats sous différentes formes et pour un public plus ou moins restreint. Donc voilà, c'est quand même une définition assez large. Et donc pour revenir sur la notion de local, on s'est intéressé aux acteurs qui travaillaient sur le territoire breton, donc qui vont produire des résultats spécifiques à ce territoire. Par contre, on n'est pas descendu, comme l'avait dit Madame Bonneville en introduction, à l'échelle communale et intercommunale, plutôt pour des raisons de temps. Voilà. Justement, pour revenir sur le temps, donc l'enquête a duré 3 mois, entre octobre et décembre 2013, avec une méthode d'enquête qui s'est inspirée, comme l'a dit Renan, de la méthode de l'enquête nationale dont a parlé Emmanuel Roux tout à l'heure, avec aussi des compléments pour essayer d'apporter des informations supplémentaires concernant l'environnement, toutes les thématiques environnementales, et également quelques points qui vont concerner les ateliers de cet après-midi, donc sur les réseaux documentaires, l'informatique décisionnelle, ce genre de choses. Alors, donc, en première étape, donc, on a eu l'identification, donc 125 dispositifs identifiés. Ensuite, donc, ces dispositifs, donc, les acteurs porteurs de ces dispositifs ont été contactés afin de pouvoir réaliser des échanges. C'est la deuxième étape, donc c'est l'enquête. Donc, il s'agissait d'une enquête téléphonique d'environ une demi-heure qui se basait sur un formulaire avec différents thèmes qu'on peut voir ici. Donc, plutôt des éléments généraux de description. Ensuite, tout ce qui va être sur pourquoi mettre en place ces observatoires. Ensuite, plutôt sur la gestion de données, collecte et traitement et diffusion de la donnée, les interactions des observatoires avec différents acteurs et les possibles attentes de ces observatoires pour améliorer l'observation. Comme vous pouvez le voir sur le graphe à droite, l'ensemble des acteurs n'ont pas pu être enquêtés par téléphone parce que forcément sur 3 mois, on a du mal à voir l'ensemble des acteurs disponibles. Donc ça correspondait à 59 dispositifs enquêtés par téléphone. Et ensuite, un travail bibliographique a été réalisé afin d'apporter des compléments donc pour 50 autres dispositifs, tout en suivant ces différents thèmes afin d'avoir quand même une cohérence au niveau des résultats et un maximum d'informations. Et ensuite, on a également des dispositifs sur lesquels on a manqué d'informations pour pouvoir les intégrer au niveau des résultats de l'étude. Donc voilà, justement, au niveau des résultats, on a 2 types de résultats. Donc l'inventaire que vous pouvez trouver à la fin de l'étude qui vous a été distribuée, et également l'étude, les principales caractéristiques des observatoires locaux. Donc on va justement venir sur ces points. Donc, bien sûr, comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas tout présenter, mais quelques on va dire, extraits de l'étude que vous avez sous les yeux. Alors justement, pour commencer plutôt sur des généralités, ici on a un graphe qui représente l'ensemble des acteurs porteurs de ces dispositifs. Donc on peut voir qu'on a quand même une grande diversité d'acteurs, que ce soit des acteurs privés de type associatif, des instituts de recherche ou également des fédérations professionnelles, ou alors des acteurs publics qui représentent quand même dans
sur ce camembert 72% des acteurs. Donc ça peut être soit des syndicats intercommunaux, des syndicats mixtes, également des services déconcentrés de l'État ou des collectivités, j'en passe. On peut quand même remarquer qu'on a deux grands acteurs qui ressortent au niveau de la part dans ce diagramme. C'est les associations qui représentent 18% et les syndicats mixtes 32%. Ça s'explique aussi, on verra par la suite, avec la dominance de la thématique eau dans ces acteurs. Ensuite, au niveau du fonctionnement, on peut distinguer deux grands types de fonctionnement des observatoires. Ça va être des observatoires qui sont portés par des organismes ad hoc, qui représentent en fait 89% des acteurs, donc des organismes qui sont déjà en place et à qui on va confier cette mission d'observation. Et un deuxième cas qui va être finalement dans ce qu'on appelait les réseaux d'acteurs qui se mettent en place qui se mettent en place pour créer les observatoires et donc répondre à des demandes sur différentes thématiques. Juste un point, on voit qu'on a également dans ces réseaux une grande diversité d'acteurs qu'on constatait déjà au niveau du premier graphe. Donc rapidement, on a également abordé la question du pilotage dans l'étude. Je me dépêche. Donc on peut noter qu'on a dans 42% des cas un pilotage formalisé et spécifique à l'observatoire. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un comité de suivi, un comité de pilotage qui a été mis en place, et principalement de nature technique, comme on peut le voir sur le graphe ci-dessous. Donc c'est-à-dire qu'on avait des acteurs techniques qui participaient à ces pilotages plutôt que des élus, donc pilotage politique. Et on peut noter, sans rentrer dans les détails des chiffres, mais vous les avez ici, que le conseil scientifique qui peut accompagner ces pilotages est encore peu développé dans ces observatoires. Alors là, c'est pour montrer également donc, la diversité d'échelles à laquelle peuvent travailler ces observatoires. Donc, ça peut être soit des limites administratives ou des limites naturelles, mais on voit qu'on peut descendre de l'échelle de grandes agglomérations et remonter jusqu'à l'échelle régionale. Bon, on note toujours qu'on n'a pas pris en compte l'échelle communale et intercommunale dans l'identification des acteurs. On peut noter une répartition à peu près égale entre les échelles qui vont être départementales et régionales, qui représentent 44% des cas, et des échelles qui vont être infradépartementales dans 56% des cas, donc souvent des bassins versants. Pour ce qui est des thématiques, donc ça avait été également dit en introduction, on voit qu'on a quand même une diversité de thématiques, mais une prépondérance de certaines thématiques, dont eau douce et patrimoine naturel. Et justement, on peut mettre ça en parallèle avec le fait qu'on ait une grande partie d'observatoires à l'échelle de bassins versants et territoires de SAGE. Donc ça correspond à tout ce qui est syndicats de bassins versants ou également acteurs porteurs de SAGE, donc schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, qui vont sur chaque petit territoire avoir un suivi de qualité des eaux. Ça, c'est spécifique de l'organisation de cette thématique qu'on ne va pas forcément retrouver sur les autres thématiques où on a peut-être plutôt des acteurs au niveau régional qui vont suivre ces données. Merci. Donc ça, c'était juste un petit point. On a rajouté le suivi national pour montrer qu'on a certaines thématiques, comme la thématique risque, qui est peu représentée sur le territoire breton, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de données disponibles. C'est qu'on a peut-être plutôt un suivi qui se fait au niveau national, et donc la donnée existe, mais que cette thématique n'a pas été portée sur le territoire, donc au niveau local. Alors ça, je vais le passer assez rapidement, puisque Emmanuel Roux en avait déjà parlé. C'est la mise en place des observatoires. Donc on peut noter également cette augmentation du nombre d'observatoires à partir, nous c'est plutôt des milieux des années 90, M. Roux avait parlé plutôt des années 2000, qu'on peut noter donc, sur le schéma général et également au niveau des différentes thématiques. D'ailleurs on voit que c'est très prononcé pour ce qui est la thématique eau douce. Et donc, on peut citer les différentes raisons qui avaient pu être citées, tout ce qui est loi de décentralisation qui ont commencé justement à partir de la deuxième moitié des années 90, également des politiques
type DCE pour ce qui est l'eau, si on veut parler un peu des thématiques environnementales, ou aussi tout ce qui va être contrat État-région. Dans les années 90, on a, je sais plus si c'était 94 ou j'ai plus les dates, qui ont permis également de développer sûrement des dispositifs d'observation sur le territoire. Alors les missions, on peut retrouver justement au niveau des missions, les missions qui avaient été citées par Emmanuel Roux. On a essayé de reprendre la même méthodologie d'enquête. Ici, on a un graphe qui représente un peu l'importance des différentes missions pour les observatoires enquêtés. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est également la mission de connaissance, d'évaluation et d'aide à la décision qui sont ressorties de cette étude. Par contre, on note que la mission de prospective est peu développée. Donc ça, c'est également ce qui avait pu être remarqué dans l'étude nationale. Si on essaye de différencier, distinguer les différentes thématiques, on remarque qu'on a quand même une variabilité entre les thématiques. Par exemple, on va citer juste un exemple pour aller vite, ça va être la thématique toujours de l'eau douce, où on voit que tout ce qui va être mise en réseau, communication, veille, est moins développé que dans d'autres thématiques. Et ça, c'est toujours dû à l'organisation de cette thématique, où on va finalement avoir de nombreux acteurs au niveau local qui vont s'appuyer sur quelques acteurs au niveau régional ou suprarégional pour tout ce qui est mise en réseau, communication des données ou d'autres choses, alors que sur d'autres thématiques, on a plutôt des acteurs qui vont avoir à porter l'ensemble des missions, puisqu'il y a peut-être des réseaux moins organisés de la manière dont est organisée la thématique qualité eau douce, on va dire. Alors, donc pour la gestion des données, on ne va pas rentrer dans le détail, on va juste parler des moyens qui peuvent être alloués à la gestion des données. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a des moyens humains très limités, donc avec une moyenne de 1,6 ETP. On voit qu'on a plus de la moitié des observatoires qui ont moins de 2 ETP sur le graphe de droite. Par contre, ce graphe ne prend pas en compte tout ce qui va être stagiaire et bénévole. Et après les enquêtes, on a pu quand même noter que c'était vraiment des ressources non négligeables pour le fonctionnement de ces observatoires, en particulier pour ce qui est patrimoine naturel, où on a un très grand nombre de bénévoles qui participent à ces observations. Et une troisième remarque, c'était que le personnel dédié à l'informatique et à la géomatique représentait 30% des cas, ce qui peut paraître peu encore. Alors, un point sur les attentes et les besoins. Donc, on avait dit d'ailleurs en introduction qu'il y avait une certaine satisfaction au niveau des données publiques et de l'accès à ces données publiques. Par contre, il y avait une attente qui avait été évoquée en ce qui concerne des données privées, économiques, qui pouvaient être un complément pour les observatoires, pour l'analyse de leurs données. Donc, c'est un sujet qui pouvait poser problème. Une autre attente, c'était donc les interactions entre observatoires. Alors, plutôt pour l'échange de données, mais également un point qu'on n'avait pas forcément demandé, mais qui a été évoqué de manière spontanée par les enquêtés, c'était aussi un échange d'idées pour essayer d'optimiser le fonctionnement de leur observatoire, d'échanger sur ce que font les autres pour avancer plus vite. Et aussi, on avait posé la question sur les besoins possibles en compétences en interne, soit pour la diffusion de la donnée, soit pour le traitement de la donnée. Et finalement, on nous a plutôt parlé d'un manque de temps et de moyens, ce qui peut paraître normal. Bon, on a pu le constater déjà dans les autres présentations. Et donc aussi une recherche d'amélioration de l'articulation entre acteurs, donc soit pour mieux transférer la donnée entre acteurs, soit également pour éviter d'avoir des redondances, un suivi de plusieurs acteurs sur un même territoire, sur une même thématique, ce qui pouvait arriver dans certains cas. Alors là, c'est juste un point pour faire le lien avec cet après-midi. Quelques points qui pourraient faire écho avec des interventions cet après-midi. En ce qui concerne plutôt les interactions, on a noté une grande diversité d'interactions au niveau du type d'interaction, plutôt sur justement le conseil, l'échange de données, ou plutôt un travail en commun pour le traitement de la donnée, pour la diffusion de la donnée. Également au niveau des acteurs, on pouvait avoir en gros à peu près la même diversité que celle qu'on avait pu voir dans le premier graphe. Ensuite, un autre point qui a pu paraître surprenant, c'est que dans 75% des cas, on avait encore une mise en place de conventions, justement pour essayer de cadrer ces interactions et aussi d'apporter une certaine pérennité des échanges.
Donc ces conventions, c'était plutôt dans le cadre de l'échange de données. On a encore peu de sciences participatives qui se sont développées pour ces observatoires. Donc si jamais c'est pas clair la notion de science participative, on parlait là de, on va dire, de projets coopératifs entre des citoyens et donc des acteurs porteurs d'observatoires pour le suivi de données. C'est très développé plutôt dans tout ce qui est patrimoine naturel, suivi des oiseaux, suivi, je ne vais pas trop en citer, mais donc c'est encore peu développé, mais les acteurs ont parfois montré un certain intérêt pour ce sujet et une envie de développer certains projets par la suite. Un point, donc plutôt pour l'atelier 2, c'est que tout ce qui est outils d'informatique décisionnelle est encore peu développé au niveau des observatoires. On est plutôt sur un traitement type base de données et outils SIG. Et en ce qui concerne les gestions de ressources documentaires, elles sont encore peu développées au niveau de ces observatoires. On voit que là qu'on a 42% où on n'a pas de gestion des ressources documentaires. Et ensuite, on a 26% où on avait des outils ou des logiciels métiers qui étaient développés dans ces observatoires. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que ce graphe ne prend pas en compte l'ensemble des dispositifs identifiés, puisqu'on n'a pas pu les enquêter. Donc c'est essentiellement les réponses aux 59 enquêtes. Donc on pourrait avoir un graphe avec une part de non-gestion des ressources documentaires plus grande, vu qu'on a quand même une grande partie de syndicats qui n'ont pas pu être interrogés. Voilà, donc c'est juste, je vais vite. Donc voilà, c'est un premier travail, une première étude donc, qui pourrait sûrement être complétée, qui a montré quand même un dynamisme local non négligeable avec un grand nombre de dispositifs, une diversité de fonctionnement et d'acteurs, et beaucoup d'acteurs qui finalement ont cette mission d'observation, mais ce n'est pas leur seule mission, ils ont d'autres missions parallèles, ce qui peut expliquer aussi un manque de moyens, de personnes qui peuvent être allouées à ce suivi. Et donc des échanges de données et d'idées qui sont vraiment attendus entre ces acteurs. Voilà, et comme suite donnée à l'étude, on avait pensé qu'il serait peut-être intéressant de travailler plutôt après sur les réseaux d'acteurs, puisque finalement on a eu peu d'informations à donner sur les interactions entre ces acteurs, comment s'organisent les réseaux dans les différentes thématiques, est-ce que des réseaux se mettent en place, pour essayer un peu d'aller plus loin dans l'étude.